bien arrivé chez Deinsa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Et pour commencer, en toute sincérité, moi, Sarah Poli, fait genre je suis en train de lire quelque chose, mais en vrai, j'improvise à fond parce que mon invitée d'aujourd'hui, elle est Covid positive. Bah oui, et vous inquiétez pas, elle va bien, c'est juste qu'elle peut pas être là avec nous aujourd'hui. Et moi, pour compléter tout ça, j'ai eu mes règles ce matin et nous sommes des personnes différentes, les personnes qui ont des règles, mais moi, c'est vraiment un grand événement. Et avec ça, du coup, j'ai décidé quand même d'être au rendez-vous avec vous, l'audience et moi, pour tester ce nouveau format qui faisait un moment que j'avais envie d'essayer, de monologue. Mais j'ai pas l'intention de vous raconter que des bêtises. Moi, j'ai décidé de profiter de ce moment d'intimité avec vous pour parler de ma maman. Plus spécifiquement, des choses que j'ai appris avec elle par rapport à l'authenticité. C'est l'épisode pour vous dire, les amis, les amours, ce que ma maman m'a appris sur l'authenticité. Tchac, j'éteins la musique. Et je vais commencer peut-être par vous introduire ce personnage qui a une grande inspiration dans ma vie. Rita Poli, c'est ma maman. Elle est brésilienne de la région de São Paulo. Et je dois vous dire que je suis issue d'une famille non conventionnelle. C'est peut-être quelque chose d'important à savoir dans notre rapport d'authenticité. J'ai deux papas et une maman et en tout cas depuis que j'existe dans ces mondes, ces personnes-là n'ont jamais été ensemble ni en couple. Et j'ai grandi avec ma maman, tête à tête, donc maman célibataire et comme elle aime dire, maman indépendante. Elle préfère cette expression. Et moi, sa fille unique. Donc, elle a toujours voulu faire en sorte de m'apprendre des choses en se disant qu'au cas où elle soit pas là demain, ça serait bien que je me débrouille et que je me débrouille bien. C'est-à-dire que je sois épanouie dans ma vie et que du coup, que je sois dans une existence cohérente à mes envies et à mes valeurs. Donc depuis toute petite, elle a sémé des leçons d'authenticité, donc je ne suis pas là à faire un podcast d'authenticité par hasard. Pas du tout dans la prétention de dire que je suis plus authentique que d'autres personnes, mais en tout cas, j'ai reçu un exemple des vies de la part de ma mère, mais aussi des enseignements bien précis dans le but que l'authenticité soit plus atteignable. Voilà. Et ça a commencé, je vais vous raconter un peu les différentes leçons, quelques anecdotes qu'elle m'a passées, que ce soit dans ma petite enfance, mon enfance adolescence et dans mon âge adulte. Donc c'est parti à ma petite enfance, en tout cas ma première mémoire d'une leçon qui m'a beaucoup touchée, qui m'a marquée, c'est quand elle m'a parlé des enfants qui sont orphelins. Déjà là, petite, elle m'a ouvert une fenêtre au fait que les enfants comme moi peuvent avoir des différents types de familles et des différentes vies, mais que ça m'est concerné d'une certaine façon. Et du coup, elle m'a parlé des orphelins parce qu'une fois par an, elle m'invitait à choisir parmi mes jouets, les jouets que j'allais offrir à ses enfants. C'était à l'époque de Noël. Et c'était un choix que j'avais à faire des cadeaux que j'allais offrir à ses enfants parmi les choses qui étaient à moi. Et ça, elle a fait ça depuis très très tôt. Enfin, en tout cas, dès ma mémoire, tout Noël, c'est comme ça. Avant de fêter Noël, on va faire le tour de ma chambre et de mes jouets, enfin de notre chambre, parce qu'on partageait une chambre avec ma maman. Et je n'ai gardé que les jouets que j'ai tenus très au cœur. Du coup, j'ai toujours eu une chambre très, très dégagée. Et j'ai éprouvé vraiment un énorme plaisir d'imaginer ces enfants qui vont recevoir des cadeaux. Parce que certes, moi, j'étais sûre que Père Noël allait les amener des cadeaux. Mais ma maman m'avait expliqué qu'eux, ils n'allaient pas avoir une maman et la mamie et le papy qui allaient amener des cadeaux en plus. Et ce que ça m'a aidé aussi dans ma vie personnelle, c'est que du coup, quand quelqu'un m'offrait un cadeau, un jouet, j'avais cette conscience que j'avais un temps limité avec cet objet
Et du coup, ça m'a permis de profiter plus, j'ai envie de dire, de vraiment profiter à fond sans ce rapport de matériel avec ce jouet, en sachant qu'une fois qu'il était parti, il allait faire le bonheur dans notre enfant et que de toute façon, il avait d'autres choses qui allaient arriver à moi. Donc ça, c'est, je crois, une première leçon d'authenticité, cette conscience de la diversité des styles de vie des gens, mais le fait qu'on peut, selon nos gestes, affecter positivement la vie des autres tout en étant bien soi-même dans sa propre vie. Donc ça, c'est une première leçon. La deuxième aussi, c'est toujours dans ce rapport de choix, de me donner le choix. Ma maman, c'était quelqu'un qui ne me disait pas non. Elle m'a conseillé le non et elle m'a expliqué pourquoi elle m'a conseillé le non. Et si j'ai décidé d'aller quand même, elle préférait me laisser casser la gueule parce que comme ça, la leçon était acquise par l'expérience plutôt que de continuer dans ce dynamisme de dire non et l'enfant mais oui mais je veux, mais non mais tu peux pas, mais oui maman mais je veux, bah voilà, je t'ai expliqué pourquoi je te conseille pas d'y aller, si tu veux y aller quand même c'est à tes périls, et effectivement ça faisait mal, et du coup ça m'a aussi appris à beaucoup apprécier l'opinion de ma mère jusqu'aujourd'hui, hein, ça est resté tout au long de l'adolescence. Dès que ma mère me disait ah ma fille moi j'irai pas, moi je ferai pas ça, et je suis là ah bon maman pourquoi, raconte. Toi qui as toute cette expérience de vie, dis-moi pourquoi tu irais pas. Donc voilà, et ça se passait aussi dans les courses, à savoir certaines familles qui vont m'écouter, qui n'ont pas un énorme pouvoir d'achat, c'est que, en tout cas au bled, nous on fait plus les courses par mois, des grandes courses par mois parce que ça coûte moins cher. Et c'est une course par mois. Et du coup, on passait beaucoup de temps au supermarché, c'était long. Mais j'avais le choix de de choisir ce qui s'était lié à mon goûter à partir du moment que c'était en cohérence avec ma santé et avec l'argent. Du coup, ma mère m'a donné une notion, ça, l'argent peut acheter, ça, l'argent ne peut pas acheter. Mais une fois qu'on arrivait à la maison avec mes choix des goûters, j'avais aussi le choix de la quantité des goûters que j'allais avaler d'un coup. Et ça, j'ai pas le souvenir, mais c'est elle qui me raconte qu'il a eu une anecdote spécifique où je mangeais un gâteau et qui je voulais encore, et elle m'a conseillé à ne plus en manger. Mais oui, maman, je veux. Eh ben, du coup, vas-y. Sauf que si tu manges beaucoup, tu auras mal au ventre, tu n'auras pas faim pour le dîner. Et après, une fois que c'est fini, il faut attendre le mois prochain pour en acheter plus, pour en avoir plus. Et ben, apparemment, je choisis de manger tous les gâteaux. Bien sûr, j'ai au mal au ventre. Et après, j'ai dû attendre, je ne sais pas combien de semaines, mais on se rappelle très bien que quand on est enfant, le temps, il ne passe pas vite. Et je suis restée au moins une semaine, voire 2, voire 3, sans goûter. Enfin, en tout cas, sans le goûter que jamais. Et apparemment, selon ma mère, ça m'a appris tout de suite la leçon. Et après, moi-même, j'ai contrôlé la quantité des goûters que je prenais chaque jour. Donc ça, c'est aussi un rapport au choix et à l'indépendance du choix et à la conscience des conséquences de nos choix et de nos gestes qui m'est donné une vraie liberté par rapport à comment j'ai organisé ma petite vie d'enfant. Et ça continuait aussi sur les habits. Alors au Brésil, à mon époque, en tout cas dans les écoles publiques, on portait des uniformes. Heureusement, c'était des uniformes unisexes. Mais en dehors de ça, ma maman, elle me permettait que je m'habille comme je voulais. Et j'étais pas dans les délires de personnages Disney ou des super-héros, mais j'étais dans les délires des habits très, comment je pourrais dire, fantasieux, très carnaval, disons comme ça, couleurs, paillettes, froufrou. Plus vers, je sais pas quoi, les tropicales, tu vois, imaginer un décor tropical avec des drag queens, voilà, c'était un peu comme ça mon style. Et ma maman me laissait faire, bien sûr, parce que c'était mon corps, c'était mon expression des moi, et quand on est enfant, ça va, ça se passe. Mais on commence à grandir et les enfants commencent à adopter des critères sociaux un peu limitants, et c'est là où on commence à vouloir t'humilier.
t'harceler, en fait. Si tu continues dans ton cheminement d'authenticité, ou en tout cas d'expression de ce que tu aimes et de comment tu as envie de t'habiller et comment tu as envie de te présenter au monde. Donc, vers mes 7-8 ans, donc on arrive là à l'enfance, préadolescence, ma maman est allée vivre avec un chéri qui était dans une position un peu plus aisée que nous et qui du coup habitait dans un immeuble un peu plus chiquetos qu'on avait l'habitude. Et en ces moments-là, j'ai rencontré les enfants d'un milieu un peu plus chiquetos. Et je dis pas que les enfants aisés sont méchants, mais en tout cas les enfants aisés de cette époque-là, dans cet immeuble-là, c'est les enfants les plus méchants que j'ai connus de ma vie. Et il avait une fête d'anniversaire à un moment donné dans cet immeuble. Et comme j'avais l'habitude, comme toujours dans ma vie, j'ai mis ce que j'avais envie de mettre pour aller à cette fête. Donc, je me suis habillée avec une robe en florale, et j'ai mis du rouge à lèvres rouge. À savoir qu'à l'époque, les années 90, là-bas, la mode, c'était jeans, t-shirt blanc et surtout d'être blonde, cheveux lisses et de préférence les yeux bleus. Et du coup, je débarque avec mes cheveux bouclés, très volumineux, avec mon rouge à lèvres rouge. Le seul enfant, bien sûr, qui avait du rouge à lèvres sur le visage. Et le seul enfant en robe, surtout florale. Et là, tous les enfants, le harcèlement commence, l'humiliation commence. Et du coup, je me rappelle, je suis remontée dans notre appartement en pleurant pour m'échanger. Et ma maman, heureusement, elle était là en ces moments et elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je l'ai expliqué. On m'a dit que je suis ridicule, que j'ai l'air ridicule, donc je vais m'échanger. Et elle m'a mis devant un miroir. Et là, je fais un stop parce que ce moment, pour moi, il était un de ces moments qui nous définissent dans la vie et qui fait toute la différence de comment, dans notre posture dans la vie de ces moments par la suite. Mais elle m'a mis devant le miroir. J'ai déjà raconté cette histoire dans l'épisode Adolescence et authenticité. Elle m'a mis devant le miroir, elle m'a dit « Est-ce que ça te plaît à toi ce que tu vois? Est-ce que tu trouves que c'est beau ce que tu vois ?» Et j'ai dit « Oui, ça me plaît, maman. » Et elle m'a dit « C'est la seule opinion qui doit compter pour toi. C'est ton opinion. » Et après, de la même façon qu'elle m'avait fait par rapport aux orphelins, elle a ouvert mon regard, mon angle de regard pour comprendre ces enfants et pourquoi ils me parlaient comme ça. Elle m'a expliqué ce que je ne savais pas, que la plupart des parents ne laissent pas cette même liberté de choix à leurs enfants et que la plupart des enfants ne peuvent pas décider comment ils vont s'habiller. Et que du coup, dans le harcèlement, il y a aussi une sorte de jalousie. Donc, elle m'a aidé à comprendre leur fonctionnement, mais elle m'a aussi aidé, elle m'a donné un outil pour ne pas être harcelée. Et elle m'a dit on te harcèle comme ça parce qu'on a envie de te faire du mal. Si tu fais semblant que ça ne te touche pas, si tu fais comme si rien n'était, tu vas voir, ils vont arrêter. Parce que leur seul but, c'est de te blesser. S'ils ont l'impression que ça ne te blesse pas, ils n'ont plus de raison pour le faire. Et du coup, j'ai décidé d'essayer. C'était pas évident, mais je suis redescendue dans cette fête. J'ai essuyé mes larmes, j'ai remis le rouge à lèvres et je suis redescendue. Et en ce moment-là, pareil, l'humiliation a recommencé. Et moi, j'ai dit, je vais faire semblant que ça ne me touche pas. Mais comment je fais semblant que ça ne me touche pas? Je ne sais pas comment faire semblant que ça ne me touche pas. Et du coup, je suis allée dans la table où il avait à manger et à boire. Et je me suis servie et je commençais à manger, à boire comme si rien n'était, comme si j'écoutais rien. Et c'est vrai, comme par miracle, très vite, ils ont laissé tomber et ils ont trouvé autre chose à faire. Et j'ai mangé, et j'ai bu et j'ai passé un, entre guillemets, bon moment et on m'a laissé tranquille. Et ça m'a été très utile par la suite parce que maman, c'était une grande aventurière en fait. Elle a changé plusieurs fois de travail. C'était et c'est toujours une personne qui suit son cœur.
Et du coup, elle n'avait pas envie, enfin, elle n'avait pas peur de recommencer et d'expérimenter des nouvelles choses, ce qui faisait qu'on déménageait beaucoup et que j'étais souvent la nouvelle à l'école. Et à savoir que pendant toute mon enfance et adolescence, j'ai continué à m'habiller comme j'avais envie. Et au bout d'un moment, à l'adolescence, on peut s'habiller, enfin, on portait plus des uniformes et on pouvait s'habiller comme on voulait. Et que du coup, j'ai débarqué à l'école avec mes bijoux indigènes, autochtones, faits des plumes et les paillettes et les écharpes autour du pantalon, enfin des choses vraiment que j'improvisais parce que j'aimais mais qui ne correspondaient pas à aucun style spécifique. Et mes cheveux bouclés, bien évidemment, et volumineux, qui attiraient beaucoup l'attention et qui n'étaient pas du tout la norme, en tout cas la norme de beauté de l'époque. Et on m'épantait du doigt et on essayait de faire des blagues et j'avais l'exacte même posture. Ça me touche tellement pas ce que tu dis. C'est tellement, oh, je t'écoute, t'existes même pas. Et en fait, ça passe très vite, ça a passé et on m'est laissé tranquille à chaque fois dans chaque école. Donc ça s'est très bien passé. Et en quoi ça a pu m'aider dans mon âge adulte je crois que c'est cette conscience aussi de l'épargne, je ne sais pas si c'est du français ça, mais qu'on dépense moins d'énergie à être soi-même qu'à essayer de s'adapter. Même si quand on est soi-même, on s'y prend dans la gueule pas mal de jugements et des réactions des fois violentes. Je considère que l'énergie du combat d'exister en authenticité vaut beaucoup plus la peine que l'énergie dépensée à faire semblant qu'on est une personne qu'on n'en est pas. Ça doit être épuisant. Et je vous conseille fortement d'assister l'épisode Adolescence et authenticité parce que du coup, on a un jeune de 18 ans qui nous parle justement de la différence qui sont de façon très explicite de son rapport à l'authenticité maintenant qu'il a 18 ans par rapport à quand il était adolescent. Et pour remercier ma maman de tous ces enseignements qu'elle m'a donnés, j'aimerais maintenant partager une musique avec vous qui a été composée par Wakanda et Tini, aussi une invitée du podcast. Je vous conseille à regarder son épisode. Et c'est une mélodie qu'elle a composée comme thérapie. En fait, c'est une musique qu'elle a décidé de ne pas diffuser parce que c'était tellement profond pour elle, sa composition, et c'est tellement personnel qu'elle n'a pas envie de commercialiser. Et je lui dis qu'aujourd'hui, j'allais faire un épisode pour parler de ma maman ici. Et que ça me disait bien de mettre une musique spéciale à son hommage. Et elle m'a fait ce cadeau de la partager avec vous en hommage à ma maman. Mamãe, essa música é para você.
Donc cette musique, c'est pour Rita, la femme qui a répété toute ma vie et qui me répète encore qu'il faut que je suis mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moment tu suis ton cœur, tu vas te retrouver. Souvent quand on fait ça, on n'est pas sûr du chemin où ça va nous amener, enfin où le chemin va nous amener. Et ça peut faire peur, mais je vous garantis que ça vaut la peine. Merci de votre compagnie. Le Densa Podcast est disponible sur YouTube, sur Radio Rap TZ, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Densa sur sarapoli.com/Densa et venir me rencontrer en vrai pour danser ensemble et pratiquer l'authenticité. À bientôt.